Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'accueille Nicolas DV, si je dis pas de bêtises, et C'est ça. Thomas Mourier de l'applicatif Bubble. Bonjour messieurs, Hello, hello, bonjour à tous. comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Ouais, tout va bien aussi. Bah Très content super. d'être là. Eh bien écoutez, je suis très content de vous recevoir pour cette première sur la chaîne, et je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Ouais, donc moi, je Vas-y. suis Nicolas, je suis le cofondateur et le CEO, enfin le gérant de Bubble. Alors, on dit bubblebd.com, puisqu'on a un site web, on n'est plus qu'une application, donc j'aime bien aussi le préciser en passant. Et Thomas du coup. Moi, moi, je suis Thomas. Moi, je suis le rédacteur en chef de 9e art sur Bubble. En fait, de toute la partie média. Et du coup, je suis là chez Bubble aussi depuis les débuts. Ok, donc pour rappel, Bubble c'est un gestionnaire de bibliothèque gratuit pour les fans de comics, de mangas, de BD franco-belge qui permet de suivre en temps réel la collection, mais également les sorties, les titres les plus attendus, qui permet également de commander auprès des libraires partenaires, on y reviendra. On peut l'utiliser notamment sur téléphone, tablette et PC. Et je pense que j'ai fait grosso modo le tour de l'application. Enfin, Tout à fait. voilà. Euh, Et il reste le volet justement de découverte. En fait, nous, on dit souvent qu'il y a trois volets. C'est collectionner, découvrir, acheter. d'accord. Et en fait, il y a le volet découverte dont je m'occupe. Du coup, on fait tout un tas de séries d'articles, de news, de dossiers qui viennent compléter le gestionnaire de collection et la partie achat. Et la partie achat, elle est en deux parties. On peut recevoir les livres à domicile, plutôt classique comme une librairie en ligne, et la partie réservée chez des libraires indépendants, où là, gratuitement, on peut faire mettre de côté les livres qu'on veut chez les libraires où on veut. Et il y a un dernier petit volet, c'est la partie édition. C'est un peu plus à la marge, mais je le rajoute aussi. Ok. Pourquoi avoir créé Bubble alors qu'il existe déjà d'autres applicatifs plus ou moins du même style? Ouais, alors je vais répondre à celle-là. Ça remonte à un petit peu, il y a 5 ans, même 6 ans. En fait, en 2016, il n'y avait peut-être pas autant d'applis déjà, mais le constat, c'était que moi, je suis un petit collectionneur de BD, j'en ai 300. Et quand je me suis intéressé au domaine, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'app vraiment performante pour ce que j'appelle le grand public de la BD comics manga. Ce que j'appelle le grand public, c'est les gens qui s'en fichent un peu de renseigner si leur Astérix il date de 82, de 86 ou de 72. Moi, je voulais juste un truc qui me liste toutes mes séries rapidement en un clic. Et à l'époque, en 2016, il y avait une appli, c'était BDGest, et il y avait beaucoup de sites web. Mais les sites web n'étaient pas super non plus ergonomiques, et BDGest, c'était pas non plus super ergonomique, on trouvait. Donc on a vraiment eu la vision de créer cette application pour tout le monde, en premier lieu, avec vraiment l'innovation de base, c'est que ça se voulait être très simple et vraiment pour le grand public. Donc avec peu de fonctionnalités orientées très, ce qu'on appelle chez nous les collectionneurs hardcore. Oui, c'est vrai que moi j'ai vu d'autres applicatifs notamment, mais qui s'adressent que par exemple au manga, et j'ai rarement vu d'applicatif qui rassemble à peu près tout le panel que vous avez cité, que ce soit la BD franco-belge, le comics ou le manga. Est-ce que c'est un besoin ressenti du public, ou est-ce que c'est plutôt un besoin que vous avez créé vous, et du coup comment? Non, mais c'est vraiment un besoin du public en fait, puisque justement pour tester l'application, ce qui était intéressant, moi j'avais la vision dans la tête. Il existe des applications comme ça pour les fans de séries télé. Il existe des applications comme ça pour les gens qui collectionnent les bouteilles de vin. Enfin, des applications de liste, il y en a vraiment dans beaucoup de domaines. Et par contre, moi, j'étais pas sûr que ça plaise à beaucoup de gens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai pris un stand à Angoulême en 2016. Et j'ai montré l'application à tous les gens qui passaient. Et vraiment, là, j'ai encore 40 photos vintage de gens qui me disent « Ah, c'est génial, regardez !» Donc, les gens me montraient leurs feuilles en papier avec toutes les BD qu'ils avaient, ou alors leur fichier Excel sur leur téléphone Android en cochant celles qui leur manquaient. En fait, ils avaient déjà des listes. Chacun avait déjà des listes d'une autre façon dans leurs notes, dans un fichier Excel, sur une feuille en papier. Ils faisaient tout ça. Donc, en gros, moi, ils m'ont vu un peu comme le truc qui vous a gagné beaucoup de temps. Ouais. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, parce que Nicolas il est venu Oui. présenter son app à Angoulême quand moi j'y bossais. Et en fait, c'est vrai que moi, comme j'ai été libraire, j'avais souvent des gens qui venaient avec des gros classeurs Excel, où à l'époque, quand j'étais libraire, ils achetaient le CD-ROM BDGest qui existait à l'époque. Et du coup, moi, après, j'avais arrêté dessus, mais effectivement, quand il m'a parlé de ça, tout de suite, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, les gens, ils se baladent avec des listes, des trucs qu'ils cochent et tout.
Et c'est vrai que tu le vois en fait, mais c'est pas un truc qui est visible dans le monde de la BD. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tout le monde a un peu son système, quoi. Bien sûr, même moi j'ai mon tableau Excel que j'ai partagé à la communauté, donc oui, oui, ça existe toujours. L'équipe de Bubble, c'est combien de personnes? C'est quel type de profil, de fonction, de poste? Ouais, alors on est une dizaine aujourd'hui, dont 2 stagiaires et une apprentie. En fait, il y a 4 pôles, si je résume. Il y a un pôle marketing et il y a un pôle marketing et produit qui vraiment développe tout ce qui est les fonctionnalités et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous l'animation commerciale, c'est-à-dire que on met en avant des promotions, on met en avant des BD sur le site, on met en avant les news des éditeurs. Il y a un pôle purement contenu que mène Thomas, c'est-à-dire on écrit des chroniques, on anime les réseaux sociaux. C'est très important pour nous parce que du coup, il y a de la recommandation humaine et non pas que algorithmique. On fait un peu les deux du coup. Il y a un pôle service client qui est hyper important, qui est né en 2017 à nos débuts, à nos premières ventes. Ça, on reçoit 300 messages par semaine, nous, de gens qui ont des problèmes avec leurs commandes, qui ont des problèmes avec Bubble parce qu'il y a un bug, qui ont des problèmes avec leur carte de paiement, qui ont des problèmes parce que peut-être il manque un accent sur un auteur dans cette BD-là, donc il voudrait qu'on le change. Et donc, c'est à peu près ça. Je ne vais pas oublier un pôle. On a un pôle en fait sur comicsblog.fr qui est un média que nous possédons aussi. Donc là, c'est Arnaud qui mène aussi tout le contenu et les réseaux sociaux. Et c'est à peu près ça. Donc service client, produit, contenu. Voilà pour résumer. D'accord. Et du coup, comment vit une application dédiée à la lecture au 9e art? Comment on crée du coup du chiffre d'affaires, de la rémunération pour l'équipe, etc. en partant de Ouais. zéro? Ouais, bah c'est pas simple. Nous, la vision dès le début, c'est qu'on s'adresse à des gens, à beaucoup de gens. Donc, on a plus de 250 000 utilisateurs aujourd'hui. Et la particularité de ces gens, c'est qu'ils s'achètent énormément de bandes dessinées, comics et mangas en papier. Donc, pour nous, c'est une opportunité parce que contrairement au monde de la musique, en fait, ils s'achètent encore beaucoup d'objets physiques. Et aujourd'hui, ils se les achètent en librairie ou soit en livraison au domicile. Donc, nous, c'était la première vision. En fait, on a mis en place un système d'achat où du coup avec un partenaire logistique, euh, on leur permet d'acheter chez nous, ce qui est pratique parce que quand tu achètes chez nous, après on te propose de les ajouter à ta collection, donc ça t'évite d'oublier de les mettre. Ce qui est doublement pratique aussi parce que quand nous on te dit, comme on sait ce que tu as, on te dit tout ce qui te manque. On te prévient des sorties en notification, on te prévient maintenant, bientôt on va sortir une fonctionnalité, on va prévenir quand c'est dispo en précommande pour les mangas collector, par exemple pour Berserk tome 41 collector, ça y est, qui est dispo en précommande chez nous depuis peu, des choses comme ça. Mais et du coup, nous, on touche du coup une commission sur cette vente. Ça, c'est le gros parti de notre business. La deuxième partie, c'est qu'on a des fonctionnalités maintenant très collectionneurs avancées, qu'on appelle Bubble Infinity, et c'est payant. Donc ça, on gagne un peu notre vie avec ça. Et la troisième partie, c'est la publicité. On vend de la publicité aux éditeurs sur nos médias comme Comicsblog, sur 9e art, et un peu sur Bubble aussi. Et du coup, quelle est la part la plus intéressante pour vous? C'est le e-commerce. C'est le e-commerce. C'est vraiment la majorité de nos revenus. Et nous, du coup, depuis le début, ce qu'on arrête, en fait, on prend des parts de marché à Fnac et Amazon. Notre positionnement sur cette partie e-commerce, c'est qu'on se positionne déjà comme une petite équipe, une petite société française, contrairement au gros, mais surtout qu'on va emballer très soigneusement les bandes dessinées, les comics et les mangas. Il y a un contrôle qualité qui est très rigoureux en amont quand on reçoit, et avant d'envoyer, on vous regarde si tout est bien conforme pour nos chers collectionneurs, et après on l'envoie. Donc ça, c'est très différenciant puisque Fnac et Amazon, eux, ils vous livrent les BD comme s'ils vous livraient des cartes électroniques. Et je confirme puisque j'ai déjà commandé chez vous. Je te remercie. Ouf. Depuis sa création en 2016, comment du coup Bubble a été reçu? Quelle a été l'évolution du nombre d'utilisateurs, de commandes, d'installations? Est-ce que c'est des chiffres que tu as en tête, que tu connais? Oui, ce que je disais, on est à peu près on a dépassé les 250 000 utilisateurs il y a peu. Je crois on est peut-être à 260 000. C'est monté très très fort au début, et puis là on est sur une progression à 2 chiffres un peu plus lente. Mais voilà la répartition, et après on a à peu près 70% du trafic qui est sur l'app.
30% sur le site web qu'on a créé en 2019. Le site web, c'est une étape très importante pour nous parce que ça permet aux gens de partager leur collection et aussi de l'envoyer à des destinataires qui n'ont pas forcément Bubble. Donc toi, tu peux envoyer ta collection, tu peux envoyer ta wishlist, tu peux envoyer des listes à tes amis, à tes proches par exemple. Donc c'est pour ça que le site web était vachement important aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était quoi? Oui, les chiffres d'évolution. Après, on a d'autres chiffres qui sont marrants. On a plus de 30 millions d'albums enregistrés. C'est-à-dire que tous les livres enregistrés par tous les utilisateurs, ça représente plus de 30 millions. Et donc, chaque année, on a des centaines de milliers de livres BD, comics, manga ajoutés. On en a des milliers chaque jour voilà, qui sont ajoutés. Donc, on voit tous les gens qui n'achètent pas par nous, qui achètent Amazon, qui achètent chez leur libraire. Voilà, ils ajoutent leur BD. On a aussi d'autres données comme les suivis de séries. Les gens s'abonnent aux séries. Et on est très fiers aussi d'une dernière donnée, c'est qu'on a des gens qui s'engagent, puisqu'on a beaucoup de gens qui laissent des commentaires, qui laissent des notes et des commentaires. On a relevé qu'on avait plus de commentaires que Amazon BD. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances de savoir si une BD est bien sur Bubble que sur Amazon, en gros. Je parle pas des grosses séries comme One Piece ou d'autres blockbusters, mais sur Bubble, sur peut-être des BD moins connus, et bah, tu vas avoir plus de qualité d'avis et de commentaires. Et du coup, c'était une de mes prochaines questions. Ce système de notation, en fait, il est, le but, c'est vraiment de développer Bubble comme une appli communautaire, finalement? Oui, et nous, on est toujours frustrés parce qu'elle n'est pas encore assez communautaire selon nous. C'est-à-dire que les gens voient les pseudos des autres, ils peuvent partager leur collection, mais on ne peut pas aujourd'hui faire des trucs sympas comme on a sur Spotify ou d'autres sites. Tu ne peux pas suivre quelqu'un, donc je ne peux pas te suivre ou je ne peux pas suivre Thomas pour savoir ce que Thomas a acheté, ce que Thomas a noté, ce que Thomas a en wishlist, et ça, c'est des choses très cool qu'on aimerait mettre en place plus tard. Mais il faut savoir que c'est quand même, avec notre petite équipe, c'est vrai que c'est des fonctionnalités qui ont peut-être l'air simples, mais c'est quand même très long à développer. Et aussi, même pas à développer, c'est que parfois on développe quelque chose et il faut aussi l'améliorer avec le temps. Voilà, nous on fait les choses plus lentement maintenant pour vraiment les faire de manière très très long terme en tout cas. Et pour compléter... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je disais juste pour compléter sur les chiffres aussi, on a une centaine de libraires indépendants qui sont connectés. Oui. Depuis 2018. Et aussi, il y a eu une évolution par rapport aux chiffres. Il y a eu un moment où Bubble était payant en fait, à partir de 2018 et c'est redevenu gratuit en fait, cette année. Il y avait une limitation en fait, de nombre d'albums que tu pouvais ajouter à ta collection. Et donc ça a changé aussi pas mal. Et depuis cette année, du coup, c'est redevenu complètement gratuit. Ouais, j'avais prévu d'en parler. On va y revenir un peu plus précisément. En 2021, rachat de Comics Blog et de 9e Art. Quel intérêt, quel objectif de racheter ces deux médias-là pour vous? Tu veux en parler, Thomas? Ouais, je peux dire deux mots. Du coup, l'idée, c'était déjà la première chose, c'était qu'il y avait une opportunité, c'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire précédent se séparait de ces deux sites et avait mis sur la touche en fait les rédacteurs qui y travaillaient. Et du coup, quand on a appris ça, on nous a fait une proposition. On s'est dit que c'était intéressant de garder ces sites-là, qui avaient une certaine histoire déjà dans le milieu de la bande dessinée, et de aussi peut-être sauver les rédacteurs avec. Et la deuxième partie, c'est que depuis le début de Bubble, donc depuis 2016, on a une partie média, mais qui était pas trop installée dans le sens où en fait on faisait beaucoup de choses et on a grandi au fil du temps. Mais en fait, il nous manquait peut-être une assise en fait pour bien montrer qu'il y avait la partie média installée en tant que telle. Et l'idée, c'était de se dire que si on rachetait 9e Art et Comics Blog, ça allait pouvoir devenir la vitrine en fait du média de Bubble. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est que depuis là, le rachat, on a fusionné les contenus sur Bubble avec 9e Art pour que 9e Art, ça soit donc le média de Bubble avec une partie BD très importante, mais aussi manga très important, un petit peu de comics et un petit peu d'animation, et maintenant un petit peu de webtoon. Et la partie comics blog qui marchait très bien, on l'a gardé sur la partie comics plus actu des adaptations comics et jeux vidéo. Et ce qui nous a permis donc de garder Arnaud et Corentin qui étaient sur Comics Blog. Et sur 9e Art, on a gardé Lise qui est devenue pigiste qui bosse avec moi. D'accord. Donc c'était vraiment se positionner comme de vrais professionnels du 9e art avec l'appli et avec les deux sites, du coup.
En 2022, donc tu en as parlé Thomas, modification de la formule premium, on passe d'une diminution du coût de 30 euros à 17 euros et une évolution de la partie gratuite avec la levée de la limite des 300 livres dans la bibliothèque virtuelle. Qu'est-ce qui découle de ce choix finalement? Parce que c'était une grosse rente financière pour vous. Bah, ce qui est cool de ce choix, c'est qu'il y a plusieurs choses. Alors nous, depuis le début de la mise en place de cette barrière à 300 albums, on avait vraiment à cœur de réouvrir Bubble à la communauté la plus large possible. Donc on était toujours un peu embêté par ça. Il y a une deuxième chose qui découle de ça, c'est tout simplement les GAFA, Google et Apple. C'est que c'est un peu technique là, mais en gros, les gens avaient un bonus de Bubble Infinity s'ils passaient leur commande chez nous, donc ça leur faisait du premium gratuit. Et en parallèle, les gens pouvaient l'acheter aussi sur les stores. Ça, c'est quelque chose qui est interdit par Apple et Google. En fait, si on vend un logiciel sur Apple Google, tu n'as pas le droit de l'offrir par une autre voie, de quelconque autre manière. En fait. Donc, on a été menacé plusieurs fois d'être carrément délisté, supprimé du store, qui supprime même notre compte développeur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais publier d'application. Donc, on était sous cette menace aussi. Et la dernière raison, c'est que on a parlé avec le syndicat de la librairie française. Il semblait qu'aussi le fait d'offrir Bubble Infinity à des gens qui commandaient, soit pour aller chercher en librairie, soit en livraison domicile, quelque chose qui n'était pas conforme à la loi sur le prix unique du livre. Donc voilà, c'est vraiment une conjonction de pas mal de choses au même moment qui nous a fait se dire bon, il faut qu'on fasse évoluer cette mesure-là. Est-ce que vous pouvez développer un peu l'utilité du premium aujourd'hui? Moi, pour l'avoir testé récemment encore, c'est vachement intéressant parce que tu as plein de statistiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme le nombre de pages lues, le nombre de bouquins, avec le nombre d'éditeurs notamment. Je suppose qu'il y a plein d'autres fonctionnalités et je suis totalement passé outre. Je vais vous laisser en parler. Oui, bien sûr. En effet, je vais commencer par la première dont tu as listé. On fait un peu de frustration parce que déjà, on montre quelques statistiques de base dans la version gratuite, mais dans la version avancée, il y a des statistiques en plus très très sympas. Donc, par exemple, on vous montre la valeur de toute votre collection. On vous montre la liste de toutes les BD que vous avez achetées par année pour voir un peu l'évolution et avec les dates de publication. Enfin, voilà, on montre pas mal de petites choses comme ça. La deuxième chose qu'on fait dans Bubble Infinity, c'est que il y a le marquage du lu en non lu. Donc pour les gens qui font ce qu'on appelle la PAL, la pile à lire, ça c'est vachement intéressant d'avoir cette statistique-là. Après, on permet aux gens de dire qu'ils ont prêté un album, ou alors si il est acquis et quand, comme ça, on peut retrouver tout ça dans une liste. Dernière chose, c'est que ça permet de ne plus voir de publicité, la publicité qu'on vend aux éditeurs. Et une fonctionnalité qui était une contrainte aussi pareil des GAFA, donc qu'on a transformé un petit peu en quelque chose de payant, c'est qu'en fait les images des couvertures de bandes dessinées ou manga porno sont flouées sur l'application de base. Et du coup, quand tu es Bubble Infinity, ça permet de les déflouer, de les débloquer. En fait, Apple et Google, pareil, nous ont interdit de les montrer dans la version gratuite. Est-ce que c'est pas conforme à leur loi? La dernière fonctionnalité, c'est des fonctionnalités de collectionneur. On peut marquer si c'est une édition originale. Si vous avez plusieurs éditions, vraiment, on peut choisir quelle édition là. Donc là, ça vient vraiment changer qui on était, parce qu'en 2016, il n'y avait pas cette possibilité, mais maintenant, on a toutes les éditions. Donc tu peux dire que tu as 3 Astérix, 1 de 72, 1 de 86 et 1 de 94. Tu peux dire si c'est une édition originale, tu peux dire si tu as une dédicace dessus, etc. Et on va encore ajouter des petites fonctionnalités normalement prochainement. Comment on arrive à vendre, du coup, entre parenthèses, une application gratuite à des utilisateurs et à arriver à avoir des partenariats avec des libraires puisque à l'époque, quand on passait commande via l'application, donc enfin même toujours aujourd'hui, excuse-moi, on peut être livré soit à domicile, soit réservé dans la librairie de son choix. C'est quand même un énorme plus. Est-ce qu'il y a un démarchage de votre part ou est-ce que c'est plutôt les libraires qui viennent vers vous, finalement?
Oh, alors, à l'époque, c'était un peu des deux. Aujourd'hui, c'est vraiment eux qui viennent vers nous. En fait, il faut savoir que dans les librairies spécialisées, il y a des réseaux de bande dessinée comme Canal BD, mais la plupart des librairies de BD spécialisées, contrairement aux librairies généralistes, elles ne sont pas digitalisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de site web. Si vous, en tant que potentiel client, vous voulez, par exemple, faire du click and collect et vous dites, ah, j'aimerais voir s'ils l'ont en stock et j'aimerais le réserver, bah, en fait, le seul moyen que vous avez, c'est faire un messenger ou passer un coup de fil. Voilà, donc nous, on a une interface qui permet de synchroniser le stock du libraire sur Bubble et après de faire du click and collect très facilement, très rapidement avec le libraire et qui lui permet de gérer la communication automatiquement. C'est-à-dire que si vous réservez cette commande, le libraire va confirmer dans les 24 heures si la commande elle est en stock et hop, vous recevez une push notif en disant que vous pouvez venir chercher la commande. Donc il y a vraiment cet outil qui permet aux libraires de se digitaliser, qui leur permet de faire gagner du temps aux libraires, mais aussi du coup à ses clients, quoi. C'est vraiment, nous on dit aux libraires qu'on n'est pas du tout un outil indispensable pour eux, on est vraiment plus un outil complémentaire et qui leur permet d'améliorer leur fidélisation en fait. Et surtout pour les utilisateurs, Yeah. puisque moi ça m'est déjà arrivé notamment de, excuse-moi Thomas, Ouais, vas-y. de chercher un livre spécifique et en fait quand tu as 4-5 librairies dans ta ville typiquement, tu sais quelle librairie a ce livre-là disponible et qui ne l'a pas. Du coup c'est super intéressant pour savoir où aller directement. Ouais, bah, tu illustres ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi surtout les utilisateurs en fait qui ont contacté les libraires au début, même maintenant, et ça leur arrive encore de le faire, mais les utilisateurs ont eu un gros comment on va dire, impact au démarrage, parce qu'ils allaient parler à leur libraire en disant bah, il y a cette application, il y a la possibilité que vous vous connectiez, et moi je pourrais savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et du coup, il y a eu un peu comme ça un effet de gens qui allaient demander à leur libraire s'ils étaient intéressés. Et du coup, après, le libraire rentrait en contact avec nous pour savoir quelles étaient les conditions et s'il avait envie de se lancer là-dedans. Donc ça aussi, ça a bien marché le bouche à oreille dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment très, très utile. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est cette sensation-là que j'ai. Quel travail représente l'ajout des sorties hebdomadaires qui se comptent en milliers de tomes, la gestion de l'actu, des critiques, des interviews, des guides, tels que le guide du Festival de la BD, par exemple, qui est sorti cette année? Moi, je me suis bien renseigné, hein. Bah, je vais répondre au premier, après je laisserai Thomas répondre à la suite. Mais oui, les sorties, c'est un sacré casse-tête, puisqu'il n'y a pas de données normalisées sur les livres. Il y a à peu près, il faut savoir, 5500 BD qui sortent chaque année, ça fait à peu près du coup 500 par mois, incluant les rééditions. Et du coup, bah, nous, on a un flux automatique de sorties qui arrivent et qui sont envoyés en soumission et qui sont acceptés par nos modérateurs. Du coup, on a des modérateurs, on a aussi des gens de l'équipe, et on passe ça dans une grille et on fait bien attention que du coup cette sortie, si c'est un tome en cours, on va bien la lier à cette série. Si c'est un tome 1, on va créer une nouvelle série, etc. On va vraiment faire gaffe à ce que la donnée soit bonne. Voilà, Ouais, pour la partie chronique, je laisse Thomas commenter. ouais, bah, du coup, nous, on a le même flux de sortie, entre guillemets, dans les chroniques. Les éditeurs nous envoient toutes leurs sollicitations, c'est-à-dire toutes les BD, comics et mangas qui sortent. Et du coup, on se positionne pour avoir des exemplaires presse en amont ou des extraits ou des choses comme ça pour préparer des articles. Et donc, on a sur 9e art, mais c'est pareil sur Comics Blog, on a des articles quotidiens. Donc, tous les jours, il faut nourrir l'actu. Donc, on a d'une part les news, on va dire, donc tout ce qui se passe dans le monde de la BD. Donc là, on rédige assez vite par rapport aux actualités selon les rédacteurs qui sont disponibles. Donc j'ai des pigistes aussi qui bossent avec moi pour m'aider sur cette partie-là, pour renforcer le côté actu chaude. Et après, il y a les critiques où là, on essaye tous les jours de proposer un livre, un coup de cœur en fait. Donc on fait surtout des coups de cœur, on fait pas des livres qu'on n'aime pas, puisqu'on a assez peu de place, donc on essaie de se concentrer. Et là, l'idée, c'est d'aller faire un mix entre des choses connues et des choses moins connues. Je vais essayer de voir un peu ce qui a été chroniqué sur d'autres sites, parce qu'il y a pas mal de sites d'actu BD finalement. Il y a beaucoup de sites bénévoles en plus qui sont très alimentés, et il y a des sites pro aussi. Et donc l'idée, c'est voilà, d'essayer de se démarquer un peu en disant, bah, ok, tout le monde a parlé de ça, ça et ça, bah, nous on va essayer de parler de ça, en utilisant nos spécificités, c'est-à-dire on a des rédacteurs qui sont très axés sur le manga ou sur la BD indé, donc on va faire ça, même le comics underground. Donc on va prendre ces trucs-là qui sont un peu moins positionnés sur d'autres médias. Et après aussi, on fait beaucoup d'interviews et de dossiers. Les interviews, il y a les interviews écrites, donc on essaye d'en faire aussi assez régulièrement. Mais j'essaye aussi de faire aussi des interviews en live. Donc on a
une semaine sur deux à peu près, 1 heure de direct avec des auteurs. Donc là aussi, ça fait partie de la partie, tout ce qui est traiter l'actu, c'est-à-dire en fait, au lieu de proposer un article, on va se dire, bah tiens, on va proposer aux lecteurs de poser leurs questions aux auteurs. Et donc voilà, il y a tout ça qui s'entremêle, et des fois, bah, selon les actus, on va faire des dossiers pour dire, bah voilà, il y a plusieurs livres qui parlent d'un même sujet, c'est intéressant d'en faire un dossier. Ou au contraire, là, on a la possibilité d'avoir un auteur, il va nous parler de tel truc, ou au contraire, on va parler d'une BD en particulier. Et ce que j'aime bien aussi, c'est par rapport à d'autres médias, c'est de traiter aussi des livres qui ne sont pas forcément des nouveautés, parce qu'en fait, c'est un peu le piège des sites bande dessinée, c'est qu'ils traitent que de l'actu, que de la nouveauté. Il y a une espèce de flux comme ça de livres qui sortent et qui sont chroniqués. Et en fait, des fois, l'idée, c'est d'aller en sortir un ou deux qui sont pas du tout là-dedans, des pépites, des choses qui n'ont pas été vues ou ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, un peu de mixer tout ça. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais l'idée, c'est un peu de traiter toutes ces nouveautés. Donc, il y a le même flux qui arrive du côté de l'app où les gens, ils ont dans l'agenda toutes les sorties. Donc, on voit tout ça arriver et du coup, nous, on essaye de trier en disant, bah voilà ce que nous, on pense sur le mois. On a à peu près 30 à 40 articles. Voilà sur quoi on va faire le focus. Et côté Comics Blog, ben, Arnaud, il fait pareil, sauf qu'en plus, lui, il a la côté adaptation en série télé ou en film qui vient rajouter un autre volet différent. Et juste pour apporter ma petite touche personnelle, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup sur l'application, c'est le fait que quand tu suis une série, du coup, t'es automatiquement notifié quand un tome va sortir 2-3 jours avant. Et je trouve ça vraiment top parce que bah, quand t'es dans ta routine habituelle, que t'as pas le temps d'y penser, etc., bah paf, l'application t'y fait penser. Du coup, donc c'est parfait. Ouais, t'as ça, et puis t'as même un mail qui te fait le résumé des albums qui sont sortis dans la semaine auquel t'es abonné. Et bientôt, il y aura aussi la possibilité de s'abonner à des auteurs. Donc dès qu'il y a un auteur qui va sortir une BD, ça sera assez pratique parce que des auteurs qui font des one-shots ou des choses qui sont pas en série, des fois on passe à côté. Donc pour mon ami le néophyte qui est un grand fan de Tom King, et ben, il pourra suivre Tom King Voilà. en s'abonnant avec. Vous avez également une section Webtoon. Est-ce que vous avez des projets pour la lecture numérique sur Bubble notamment? Tu veux parler de la section Webtoon avant, Thomas? La section Webtoon, bah en fait oui, pardon, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en disant qu'on traitait ça aussi, on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc sur la partie média, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de médias qui parlaient des webtoons. Il y avait beaucoup de gens, par contre, qui en parlaient parce qu'il y a beaucoup de lecteurs et qui faisaient des listes sans critique, qui faisaient des coups de cœur sur des applications ou des commentaires sur les webtoons. Beaucoup de groupes donc, Facebook, il paraît. Comment? Il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux qui en parlent apparemment aussi. Ouais, carrément, du coup, c'est hyper vivant. Et du coup, on s'est dit qu'on allait rajouter ce volet-là à la partie média. Et donc là, on va essayer, surtout cette année, de développer un petit peu des chroniques de webtoons, des dossiers sur les webtoons. En fait, les traiter exactement comme les autres sorties, avec l'idée de dire, pour le coup, ça ne sera pas forcément des albums papier à acheter, mais on va pouvoir faire des chroniques de choses qui sont à lire en ligne. Parfois, il y aura les deux parce qu'il y en a de plus en plus qui sortent, il y a beaucoup d'éditeurs qui s'y mettent. Et du coup, voilà, tout ça va se rejoindre, mais ça sera un volet qu'on aimerait bien développer cette année. Ouais. Ok. Récemment, Bubble s'est lancé dans l'édition avec Moundir, si je dis pas de bêtises. Quelle transition, du coup, entre l'applicatif et aujourd'hui le fait de sortir ce dont traite votre applicatif finalement? En fait, ça vient plutôt d'un premier essai qui était avant Moundir. On a sorti 9e Art Panorama, dont l'illustrateur était présent parmi nous, c'est Thomas Mourier. C'est un peu notre livre blanc, c'est notre ouvrage de référence qui parle des 50 BD, 50 comics, 50 mangas à lire dans sa vie, selon Thomas Mourier, avec du coup des clés en plus pour comprendre ce qu'il y a derrière les œuvres et les œuvres qui leur ressemblent. Et c'est un livre qui a été plébiscité par les gens qui l'ont reçu. Donc ça nous a fait un premier pas dans l'édition et on s'est dit, ah, c'est vraiment cool l'édition. Quand on a une idée, quand ça écrire, c'est pas non plus hyper compliqué après aussi, parce que dès qu'on a ce manuscrit, après, il faut s'entourer pour faire du graphisme et le faire imprimer et après l'envoyer. Enfin, c'est pas non plus hyper compliqué comme métier. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire une bande dessinée. Et là, en fait, c'est plus un concours de circonstances et des rencontres, puisque j'ai rencontré, grâce à Sullivan Rouault, qui est éditeur chez iComics et chez Mangetsu, j'ai rencontré Johan en fin 2021.
fin 2020, et je suis tombé carrément amoureux de son projet Moundir, qui avait été refusé par toutes les maisons d'édition, qui était un projet très risqué. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans l'édition, c'est que on a des projets comme ça de jeunes auteurs qui ont jamais fait de BD, qui ont des projets de 190 pages, couleur, épais, qui du coup c'est pas facile à rentabiliser. Bah, nous j'avoue que peut-être qu'on savait pas, peut-être qu'on savait pas les conséquences de faire cette BD là, mais on a eu beaucoup de chance parce que c'est une BD super et que Johan c'est un auteur aussi super. Ouais, pour compléter, du coup, c'était ça l'idée avec le premier bouquin. C'était de un peu marquer les esprits. Et du coup, comme je l'expliquais pour le site 9e art, c'était de s'installer en fait comme expert. Et du coup, ça a marché puisqu'on a pas mal de médias, du coup, que ce soit des radios, des médias spécialisés BD qui ont reconnu que c'était un ouvrage du coup, qui pouvait être intégré dans l'histoire de la BD. Du coup, il y avait ce côté-là. Donc ça a pris. Et du coup, on s'est dit qu'en plus, on allait continuer. Donc il y a eu Moundir qui est donc la création. Il y a eu un autre ouvrage qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott, donc qui va arriver en septembre en librairie. Donc l'ouvrage d'une jeune autrice anglaise qui s'appelle Zoé Sorogood. Et donc c'est un roman graphique. Et donc là, on est en train de lancer, donc c'est en ce moment sur Ulule jusqu'au 1er juillet, la collection 9e art Panorama. Là, l'idée, c'est de décliner le premier livre que j'ai fait, Anthologie du 9e art, mais sous forme de petits guides avec à chaque fois une thématique très précise. Et j'invite en fait d'autres auteurs, d'autres experts à venir en parler. Et on a comme ça, le premier c'est sur la BD jeunesse avec Sonia Deschamps qui est la co-directrice artistique du Festival d'Angoulême, qui est journaliste, qui est autrice, directrice de collection. Et un second sur la bande dessinée asiatique avec Rémi, qui est quelqu'un qui écrit beaucoup sur la bande dessinée asiatique sur plusieurs médias dont 9e art. Et avec lui, on part sur des one-shots. Donc, on va proposer 50 titres en one-shot qui viennent de toute l'Asie, que ce soit le Japon, la Chine, la Corée, les Philippines, Taïwan, etc. Et un troisième avec Vincent Brunner, qui est donc un journaliste spécialisé BD et musique, par exemple, qui travaille chez Zinrock ou Libé. Et avec lui, on fait un panorama de la bande dessinée érotique avec l'idée de trouver des œuvres érotiques qui soient très artistiques, soit très graphiques, soit très littéraires, pour changer un petit peu des choses cochons. Là, il y a vraiment un plan derrière. Et donc, l'idée avec cette collection, voilà, c'est de proposer des livres thématiques à chaque fois, une thématique, 50 titres, très précis. Et donc, voilà, avec ça, on a un beau programme de Bubble Édition et on va continuer à chercher d'autres titres pour de la création aussi. Et donc, l'idée, c'était d'en faire quelques-uns. Une fois qu'on avait tâté un peu à ce métier, on avait envie d'essayer. D'accord. Quelles évolutions prévues dans l'avenir pour l'appli, si vous pouvez en parler, ou si vous avez des projets plus précis, peut-être ? Oui, la première évolution, c'est une grosse, c'est majeur chez nous, c'est le suivi auteur, comme Thomas l'a mentionné, et après on va faire évoluer les fonctionnalités de notre version premium, donc Bubble Infinity, on espère dans les prochains mois. La dernière évolution, c'est faire évoluer, mais ça sera plus progressif, les fonctionnalités sociales entre eux, et avec, pourquoi pas, on aimerait beaucoup aussi lancer un programme de fidélité qui récompense les gens par différentes choses, leur engagement dans Bubble. Voilà. Ok, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre participation. Je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Allez, vas-y, tu prends des points. Allez, vas-y, Thomas. Non, merci à toi de nous avoir invités et fait parler sur Bubble et de nous permettre d'expliquer un petit peu. Et je sais pas, le mot de la fin, lisez, c'est ça le plus important. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est super que tu aies fait cette émission, en tout cas. Je te remercie pour ton temps et ton implication. Et d'avoir un utilisateur aussi enthousiaste que toi, c'est super. Et donc, j'espère qu'on va avoir plein de nouveaux utilisateurs. Et j'invite tout le monde, si vous avez des questions, à nous les poser sur Bubble, sur les réseaux sociaux, par chat, par email chez nous. On adore parler et répondre aux gens. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci. Bye. Ciao. Bye bye, merci.